Je vais être très très bref. Un grand merci d'abord à toutes et à tous d'être venus ce matin pour ce deuxième morning d'écran et médias consacré à la data. Vaste sujet, plus que d'actualité, plus que ancré dans nos pratiques actuelles et bien évidemment encore plus à développer dans le futur. Je laisse vite la parole à Michael qui va vous introduire le sujet et ensuite à Mathilde. Je ne suis pas sûr qu'il marche aussi. D'accord, ok. Bon, alors on n'est pas la première conférence et on n'est pas la première table ronde qui va traiter du sujet de la data. Ce qu'il faut juste voir, c'est que ce terme data est un buzzword qui concerne tous les secteurs avec de multiples applicatifs. Et nous, en tant qu'agence média, effectivement, la data nous touche évidemment, puisqu'on se décrit comme des sourceurs, des sélectionneurs, des scénaristes et des activateurs de data. Et effectivement, ce terme-là nous permet de revoir un peu notre métier, qui a été chamboulé en profondeur par rapport à cette donnée. Notre métier s'est plateformisé. Notre métier nous a fait migrer de notre statut de média planner à l'audience planning. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va mettre en avant, c'est que même si il y a eu pas mal de changements, les enjeux restent les mêmes, puisqu'on parle toujours d'aller pouvoir exposer les bonnes audiences au bon moment. Et ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va axer notre table ronde, mais c'est plus savoir finalement comment on va pouvoir toucher intelligemment ces audiences, donc avec notamment Adventory et cette possibilité de pouvoir personnaliser le message en fonction des audiences qu'on va aller toucher. Et dans un deuxième temps, effectivement, ça va être finalement la data, c'est quoi ? C'est une sorte de faisceau d'empreintes digitales qu'on va laisser derrière nous en fonction de notre comportement et de nos usages du web. Et finalement, c'est comment construire un parcours média en reconstituant finalement ce relevé d'empreintes digitales des individus, pouvoir comprendre ce parcours client, le visualiser, l'analyser et prendre derrière les bonnes décisions d'investissement qui s'imposent. Et donc avec nos partenaires à la fois Adventory, Realytics, Hauss et Eulerien. Et effectivement, avant l'intervention, par rapport à ce petit discours très théorique, Mathilde va vous décrire très rapidement en fait quel est l'enjeu de l'attribution et notamment cette compréhension du parcours client. Merci. Je pense que tu peux... effectivement, en fait, la data, c'est un vaste mot et c'est un mot qui est utilisé parfois à tort et à travers et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, mais en fait, il y a plusieurs enjeux derrière la data. Comme disait Michael, il y a l'enjeu de la scénarisation et utiliser la bonne data pour pouvoir activer correctement le média. Mais il y a aussi un grand enjeu sur la mesure et d'être en mesure justement de collecter la bonne donnée pour analyser correctement le média et finalement faire du média un meilleur média grâce à la donnée qu'on va collecter. Il y a un réel enjeu là-dessus et finalement cet enjeu de collecte de la donnée média, c'est un enjeu derrière d'attribution, c'est-à-dire d'être en mesure de suivre et de collecter l'intégralité de ce qu'on va faire en média pour derrière attribuer la performance aux différents leviers et selon leur niveau d'intervention. Pour vous expliquer un petit peu plus en fait en détail ce qu'on entend par attribution, on a pris un exemple d'un parcours média qui regroupe en fait les trois grands sous-catégories qu'on a dans un parcours média. Le premier, c'est je m'éveille un petit peu au sujet, je suis touchée par de la publicité, je ne connais pas encore bien le produit. Donc on a souvent des campagnes, soit de vidéo ou en tout cas des campagnes qu'on appelle d'awareness dans cette première étape. Ensuite, on a l'étape où on considère un petit peu plus dans son parcours d'achat le produit en question. C'est la période de think où on considère et on évalue les différentes possibilités. Et ensuite, on a la partie où c'est vraiment, là, cette partie-là, c'est de la pure performance, où on passe à l'acte d'achat. Pour un même annonceur, je reviens peut-être juste rapidement, pour un même annonceur, en fait, il va activer différents leviers, que ce soit du search, du Facebook, du social au sens large, du retargeting, de la vidéo, passe par différents acteurs, que ce soit nous et d'autres agences, ou en direct avec Criteo par exemple, peu importe. En tout cas, il y a un parcours média unique, différents leviers et surtout différents intervenants en termes d'acheteurs médias. Ça fait une complexité assez dingue en termes de médias, alors qu'on a un parcours média qui est unique. C'est une seule et même personne derrière. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a près de 82% des responsables marketing qui ne sont pas en mesure de reconstituer ce parcours média qui est unique. En fait, il n'y a pas grand monde qui est en mesure, aujourd'hui, en tout cas en France, de lire le parcours média de manière complètement unique. C'est là qu'on voit que la data, en fait, il y a un réel enjeu derrière, surtout en termes d'attribution. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire du média, si derrière on n'est pas en mesure d'attribuer la performance correctement au levier, il y a un réel sujet. Et finalement, on en vient un petit peu à
à ça, finalement, comme je disais, il y a 4 partenaires qui interviennent, il y a un parcours unique. Chaque partenaire va lire la performance de manière complètement siloisée. Je prends l'exemple de TradeLab. Lui, il a fait une campagne vidéo qui ouvre le parcours. À la fin, il y a une conversion. Il la considère comme... il considère que c'est lui qui a déclenché cette conversion. Même chose pour Keyad. Lui, il est intervenu 2 fois sur le parcours. Il considère, en plus, il ferme le parcours. Il considère qu'il gagne la conversion. Très bien. Écran média, nous, on fait du Facebook. Il y a eu une impression sur Facebook. Il y a une conversion à la fin. On considère qu'on l'a. Même chose pour Criteo. Ça fait 4 intervenants qui lisent 4 conversions alors qu'il n'y en a qu'une et qu'il y a un seul utilisateur. Il y a un réel enjeu, là encore une fois, de lecture de la performance. Et finalement, la grande question aussi, c'est de se dire, chacun utilise un modèle d'attribution qui lui est propre et on compare des choses qui ne sont finalement pas comparables et qui sont finalement la même chose. Donc il y a un réel sujet aussi en termes d'attribution, en lecture de la performance qui ne peut pas se faire sans la collecte de la donnée. Et finalement, le média, aujourd'hui, ne peut pas et surtout ne doit pas être décorrélé de la collecte de la donnée. Et on ne peut pas juste se dire, je vais lancer du média, je vais lancer une campagne vidéo ou une campagne sociale sans se dire, est-ce que je traque correctement ce que je fais en média? Est-ce que je suis en mesure de lire correctement le parcours média des utilisateurs et de réattribuer la performance correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros enjeux, et c'est un enjeu, avant d'être un enjeu stratégique, c'est un enjeu technique qui est de comment je mets en place le bon écosystème pour traquer ma donnée et être en mesure derrière de réattribuer correctement. Et finalement, une fois qu'on sait bien faire ça, assez naturellement, on va pouvoir plus facilement scénariser les différents médias et mettre en place vraiment des choses plus avancées. Et comme on est en mesure de lire le parcours média de manière unique, on va pouvoir aussi, sur ce même utilisateur, mettre des scénarios d'activation, des messages qui sont différents en fonction de la donnée qu'on collecte aussi en amont sur son parcours client. Voilà un petit peu une overview de ce grand mot aussi qu'on appelle attribution. Data et attribution, c'est 2 grands buzzwords aujourd'hui. Mais finalement, derrière, ce sont aussi beaucoup d'enjeux techniques qui s'y cachent. Merci Mathilde pour cette intro. On va parler... Non, toi, t'as un petit chat déjà, oui. Donc on va parler de... Effectivement, c'est l'objectif de notre... Oui, c'est un petit chat. Notre première table ronde, on va parler de personnalisation du message. Et ensuite, deuxième table ronde, on parlera effectivement de mesure de la performance, d'attribution beaucoup plus en détail. Mais tout d'abord, accueillons comme il se doit nos 2 invités, tout de même, en les applaudissant très fort. Nous accueillons Frédéric Courtin, qui est Sales Manager, directeur commercial chez Adventory. Il va nous expliquer tout de suite ce que fait Adventory et son rôle. Et Steven Fitzgerald, chez Hauss, et qui est directeur des plateformes, pareil. Donc vous pouvez nous expliquer, tous les deux, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas très bien, ce que vous faites et ce que font vos sociétés. Vas-y Frédéric, je t'en prie. Déjà merci beaucoup pour l'invitation. En très short pitch, Adventory, on ne fait pas le média, on ne fait pas l'achat média, donc ça c'est un premier point. On est une plateforme techno et en fait notre vocation c'est de dynamiser et d'optimiser des bannières de pub. Donc on va prendre tout type de format et tout type de données, ça peut être des données contextuelles, ça peut être des données utilisateurs, ça peut être des données annonceurs, ça peut être des données publishers. Et on va les utiliser pour alimenter une bannière de pub pour apporter de la performance dans le message. Donc disons qu'on a plusieurs objectifs, c'est des gains de performance créa. Dans un premier temps, parce qu'on va partir d'un seul template créa à formaliser en HTML5 et on va le dynamiser en fonction de ces différents types de données. Ça peut être de la géologue, ça peut être de la météo, ça peut être un prix, un produit, ça peut être sur une cible d'achat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en apportant de la pertinence dans le message, on va améliorer les performances de campagne. C'est assez simple en fait. Si on adapte le message à la personne à qui on s'adresse en fonction de son environnement, il y a un impact sur les performances. Et évidemment, le dernier point, qui est le haut de DCO, qui est aussi un buzzword, c'est qu'en fait, on va optimiser tout ça. L'intérêt, c'est de savoir ce qui s'est passé et comment l'optimiser au mieux pour atteindre les KPI des annonceurs. Ce qui serait pas mal, c'est juste d'expliquer le D et le C d'abord pour que tout le monde ne pas forcément. Très bien. Alors, donc, si je reviens sur le terme DCO, donc Dynamic Creative Optimization, donc c'est de la créa dynamique. Donc, j'en reviens sur le format qu'on va dynamiser à l'infini en fonction de différents types de données.
Et le O, qui est le plus important du terme DCO, c'est l'optimisation, donc c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est tout ce que nous, on va mesurer en fonction, encore une fois, des KPI de l'annonceur. Et c'est tous les insights qu'on va pouvoir sortir de la campagne pour pouvoir optimiser. Je parlais justement de buzzword. Le DC est très souvent utilisé, le O ne l'est pas du tout. Beaucoup de gens parlent du fait qu'ils font du DCO. En fait, ils font du DC, mais ils ne font pas du O, voilà, concrètement. On parle aussi beaucoup de rich media. Comment est-ce que tu... le rich media... DCO, alors, c'est une utilisation, on va dire. Le rich media, c'est un format. Nous, on peut intervenir sur tous les formats, que ce soit du rich media, que ce soit de l'IAB, que ce soit de l'habillage, que ce soit du natif, peu importe. On sait intervenir partout. Le DCO, lui, il faut le définir comme une techno, en fait. Une techno qui va permettre d'utiliser tous ces formats et d'adapter le message sur tous ces formats en fonction de la cible, encore une fois, et de l'environnement contextuel de l'internaute. Et pour finir sur le short pitch, on est français, on est indépendant et on est agnostique aussi. C'est-à-dire qu'on va s'adapter aux autres technos et aux autres acteurs du marché. Ce n'est pas à nous de nous adapter à eux, mais on fait vraiment la démarche d'être compatible avec tous ces acteurs-là. Comme c'est le cas du coup avec OS. Absolument, donc bonjour, merci pour votre accueil. Donc, je suis Steven Fitzgerald, je travaille chez OS. OS a 3 grandes lignes de business. Une première qui est une régie publicitaire, dont vous avez probablement déjà entendu parler avec tous les environnements de Yahoo, de Microsoft, et précédemment tout ce qu'il y avait autour de AOL. Il y a aussi 2 piliers technologiques, un pilier dont je m'occupe qui est la partie DSP et la partie data, donc ça va être un peu le sujet aujourd'hui, et puis un pilier qui est plutôt adressé aux éditeurs, qui concerne tout ce qui est SSP, ad server, et puis tout ce qui est syndication de vidéos. Autour de ça, effectivement, donc, OS, on est aussi assez ouvert. C'est quelque chose qu'on partage, même si on est une société américaine et que ce n'est pas le cas sur toutes les sociétés américaines. Et c'est vrai que c'est un point de différenciation assez marqué. On va avoir effectivement cette capacité à s'adapter à chacun de nos partenaires et à être complètement ouvert sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ce qui nous amène effectivement, c'est tout ce qui va tourner autour du DCO et de comment être capable de l'activer. C'est un peu le fantasme de toujours sur les médias, c'est d'être capable d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, enfin qu'on a toujours essayé de faire en tout cas. Que ce soit en radio où on avait plutôt du trafic magasin, donc avec des messages très publicitaires autour des produits, sur la télé où c'est plutôt du branding, sur l'affichage avec des messages plutôt personnalisés, etc. Donc c'est quelque chose qui a toujours été fait par les annonceurs et par les agences. L'avantage aujourd'hui avec le digital, sa démocratisation et l'avancée des nouvelles technologies, c'est qu'on est capable vraiment d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Adventory est effectivement une de ces technologies qui a un excellent exemple de ce qu'on peut faire là-dessus. Les DSP derrière vont permettre effectivement l'activation de ces outils-là. Et puis le sujet crucial autour de ça, ça va être toute la data. Je pense qu'on va y revenir longuement. Mais effectivement, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui d'arbitrer et d'être capable de dire tel type de créa pour tel type d'utilisateur, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que c'est ce qui aujourd'hui vous permet le mieux de réunir vos objectifs. Concrètement, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer, je pense qu'il y a un petit slide qui est juste derrière, en fait le type de mécanique, parce qu'il y en a beaucoup, forcément, si on est capable de manière très naïve, mais je me dis, en fonction de chaque utilisateur, du moment, du device, de son comportement, des informations qu'on a sur cet utilisateur, est-ce qu'on le connaît déjà, est-ce qu'il est déjà venu sur mon site, est-ce que c'est un client, est-ce que ça l'est pas, etc. Donc il y a beaucoup plus de possibilités qui est de se dire comment est-ce que je personnalise ce message-là. Quels sont les types de mécaniques, les grands types de mécaniques, et puis on verra quelques exemples avec Frédéric après. Dans les grands types de mécaniques, le premier que vous connaissez tous, c'est tout ce qu'on appelle le retargeting. C'est à partir du moment où on a visité le site d'un annonceur, d'être capable de retoucher cet utilisateur-là au fur et à mesure de son parcours. Alors, parfois à outrance, je pense que vous en avez tous été victimes, mais en tout cas, effectivement, c'est d'arriver justement à piloter cette partie-là, et ça, c'est l'exemple le plus courant. En dehors de cette mécanique de retargeting, on a aussi des possibilités de retargeting créatif, je pense que ça, on va y revenir, donc d'avoir des scénarisations de messages publicitaires, d'avoir aussi derrière tout ce qui va être autour du machine learning. C'est des choses que nous, chez OS, on utilise énormément pour pouvoir justement faire travailler notre DSP, donc l'achat média, en fonction des atteintes, des objectifs qui sont réalisés en temps réel. Et donc d'être capable de dire, ce type de message, il convient bien à ce type d'audience, donc du coup, effectivement, je vais privilégier ce message pour cette audience. C'est des choses qu'on met en place. Et effectivement, sur la partie... C'est un exemple que tu as là, en fait, en fonction de profil.
un Carrière France, non, personne ne sera choqué là, où effectivement on a à la fois du socio-démo, une information qui est un lieu d'origine, un lieu de destination, et qu'effectivement pouvoir adapter le message en fonction de ça, et qu'on peut effectivement dupliquer en fonction du nombre de cibles qu'on peut avoir, etc. Là, typiquement pour des acteurs comme ça, le DCO a un impact extrêmement important en fait, parce qu'en effet, tu parlais de origine, destination multiplié par les prix. Il aurait fallu produire des centaines de milliers de créas avec origine, destination, prix à côté. Ouais. Donc le fait de le dynamiser, donc faire du DCO dessus, permet d'avoir un master et de les multiplier à l'infini. Donc pour eux, c'est stratégique. Ouais, Et en termes de data, ce qui est fondamental là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a tout l'enjeu créatif, mais derrière, on imagine bien aussi, en tant qu'utilisateur, que la première fois que vous faites une recherche sur un voyage, potentiellement, vous êtes amené à changer de voyage. Vous êtes là, bon, moi j'irai bien à New York, mais peut-être que finalement j'irai à Barcelone ou peut-être que finalement j'irai à Madrid. Je ne suis pas encore bien calé là-dessus. En revanche, plus on va avancer dans le tunnel de conversion, plus la recherche va être précise, plus on va avoir besoin d'adresser un message qui va plutôt être orienté sur la conversion finale et donc sur le prix. Et c'est là où il va y avoir un enjeu fondamental aussi de la DCO et de la data en amont, d'être capable de identifier finalement où en est l'utilisateur dans son parcours, et en fonction de ça, de lui adresser le message exact qui va être complètement customisé en fonction de tout ce qu'on a pu repérer préalablement. Moi j'aimerais bien qu'on voit on parlera de data après, mais peut-être quelques exemples de ce qui peut être fait effectivement avec des scénarisations très différentes en fonction aussi de l'objectif, parce qu'on en parlera juste après. Ça peut rebattre complètement les cartes aussi sur les KPI, beaucoup plus de possibilités, donc forcément les indicateurs de suivi de la campagne peuvent être complètement différents de ce qu'on a connu si on ne fait pas de DCO. Tout à fait. Là, on est sur un premier cas où concrètement, on est sur des campagnes d'acquisition et de retargeting pour Transavia. Et en fait, encore une fois, le premier objectif de Transavia sur ce type de campagne, c'est des gains de productivité créa. On a accès, je parlais de données annonceurs, là typiquement on a accès à leur API où on va aller chercher les prix en fonction des origines destination. Ça veut dire qu'une personne a rentré une ville de départ, une ville d'arrivée, et nous on va remonter dans la foulée le prix qui correspond en fait à ce vol. Et en plus de ce scénario-là, ce qu'on a rajouté, c'est la température de la ville d'arrivée pour en fait inciter, plus sur du retargeting, pour inciter en fait, l'internaute à y aller. Donc en gros, on pourrait imaginer des tonnes de scénarios, et un typique, c'est à Paris il fait 12 degrés aujourd'hui, à Phuket il fait 25. Et la frame d'après, c'est vous pouvez y aller pour un montant de temps. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'activation du DCO pur et dur. Et évidemment, si je reviens, si tu peux revenir juste, ouais. Évidemment, comme vous le voyez, les créas sont adaptés, les visuels sont adaptés en fonction de la destination et de la ville, et de la température qu'il fait. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, et ainsi de suite. Là, on est sur exactement le même cas de figure. Donc, les données là qu'on utilise, c'est des données produits, donc des données de l'annonceur. Encore une fois, origine, destination et les prix. Et on adapte les images. Donc, les fonds qu'on voit là, tout ça, c'est dynamique en fait. Sur ces créas, tout est dynamique. Donc, ça veut dire, on voit la Tour Eiffel, on voit Paris, on voit les 116 hôtels. Là, je suis là sur la première frame. Tout ça, c'est dynamique et ça s'adapte. Ça s'adapte en fonction de la géologue, ça s'adapte en fonction du prix, ça s'adapte en fonction des données créatives. Pareil, sur un cas immobilier, là, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'en fait, on y voit bien les frames là, qui se découpent. Donc, il y en a 3. On part d'une frame classique et ensuite, on va adapter le message en fonction de ce qui est prévu dans le cadre du scénario. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du multivariante. C'est-à-dire que l'objectif de l'annonceur, c'était de voir quel est le meilleur message créatif. C'est-à-dire celui qui a in fine généré un lead, une demande de renseignement, et ainsi de suite. Et en fait, pour faire ça, on fait ce qu'on appelle des cookie pools. Donc on différencie en fait les segments en disant, voilà, cette personne A, auquel on a adressé ce message, ne verra pas le message B qui sera adressé qu'à la personne B.
Parce que si on fait ça, si on mêle tout ça, évidemment il y a un biais, et donc on ne saura pas si la personne a cliqué sur la bannière avec ce message-là ou l'autre message. Donc c'est très important de faire ça. Et ça rentre, encore une fois, en plus de la météo, de différents types de données, ça rentre dans le cadre d'un scénario qu'on doit définir en amont avec l'annonceur. Et évidemment, encore une fois, je reviens sur le haut de DCO, l'objectif c'est de voir ce qui s'est passé, de voir si ça a marché et de pouvoir en tirer des insights précis. Un autre cas, donc là on est plus sur de la contextualisation, donc je reviendrai sur ce point après. Je vais spoiler un peu sur la question sur RGPD. Voilà, du coup c'est pareil, mais sur la contextualisation aussi. Mais le but c'est qu'en fait on a créé des partenariats avec certains publishers. Typiquement, ils ont de la donnée qui n'est pas forcément utilisateur. Là, ce cas de figure-là, ce n'est pas de la donnée utilisateur. Et le but, c'est de contextualiser le message en fonction de l'annonce qu'est en train de voir l'internaute à l'instant T. Donc, Monsieur X est sur le bon coin, il veut acheter une maison. Très bien, donc il rentre ses critères. Je veux un pavillon dans telle ou telle zone géographique et j'ai un budget de temps. Donc, nous, on va reprendre à la volée en temps réel ces données-là. Et pour un acteur, pour Groupama, on va pouvoir pousser un message qui correspond parfaitement aux critères de recherche en l'incitant en fait à regarder le taux qu'il pourrait avoir avec Groupama pour acheter cette maison. Donc on est sur la contextualisation pure et dure et c'est des dispositifs qu'on monte avec des publishers. Donc là, le cas du Bon Coin, mais il y en a d'autres évidemment. Et donc on est hors GDPR, clairement, parce qu'on n'est pas sur des données utilisateurs, on est sur des données publishers. Okay. Et en bas, donc on n'a pas souvent, pour être tout à fait honnête, on n'a pas souvent les retours de performance, mais là, typiquement, sur cette campagne, il y a eu des uplifts qui étaient très, très intéressants. Alors, en gros, je travaille la scénarisation avec Adventory, en fonction des sets créatifs, de mes objectifs. Ouais. Et après, comment est-ce qu'elle va s'activer, cette data et cette créa? Peut-être que Steven, tu peux nous expliquer la chaîne de valeur jusqu'à la livraison sur le média? Absolument. Je pense qu'on a compris qu'il y avait effectivement besoin de certaines technologies pour être capable d'adresser des messages différents. Derrière, l'élément central, c'est effectivement la data et comment on va être capable de l'analyser, de la récolter et puis derrière de l'activer, effectivement. Donc, on a regroupé ici les différents partenaires qui interviennent. La chaîne est souvent beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une vue assez généraliste des différents intervenants de cette chaîne. Donc il y a effectivement tous les partenaires de personnalisation, comme Adventory, qui vont être capables de vous livrer des messages différents en fonction de toute la data qui vont remonter. Préalablement à ça, il y a effectivement la définition des segments de data. Donc est-ce que ça va être sur de la performance? Est-ce que ça va être sur de la donnée annonceur? Est-ce que ça va être sur de la donnée contextuelle, ce qu'on vient de voir avec l'exemple du Bon Coin? Et en fonction de ça, effectivement, d'être capable d'adresser le bon message. Derrière, il va y avoir besoin d'avoir une activation, à proprement dit, et du coup, effectivement, d'avoir des technologies comme des DSP qui vont être capables d'acheter les bons inventaires au bon prix, tenant compte de tous ces paramètres et du coup de l'adressage du bon message à la bonne personne. Et c'est là où effectivement nous, on intervient particulièrement. On est à la fois positionné sur la partie data, on va peut-être y revenir, mais on a énormément de data propriétaire, exclusive, et en particulier sur tout ce qui tourne autour du travel et des choses comme ça. Et on va avoir cette capacité à activer ces environnements-là sur l'ensemble des différents leviers, ce qui est fondamental, puisqu'effectivement, ce qu'on évoquait avec Frédéric, c'est la faculté à adresser le bon message, on parlait de rich media tout à l'heure, autour des différents environnements. C'est important d'être capable de livrer des campagnes, que ce soit en vidéo, en native, en fonction de l'endroit où est l'utilisateur dans son parcours de choix, ou bien du display. Et puis différents éditeurs. Peut-être que sur certains éditeurs, au moment de la vente finale, des messages plus performants sont plus pertinents, et qu'à l'inverse, sur des environnements plus éditoriaux, comme de la news, des choses comme ça, des messages plus branding vont avoir plus de poids. Et du coup, effectivement, le DSP va vous permettre d'arbitrer tout ça autour d'un pilotage qui est fait par principalement les agences, mais sur lequel, évidemment, il y a besoin d'avoir un échange très important avec les annonceurs. Et puis à la fin, effectivement, les éditeurs, qui restent quand même là où le message apparaît, et qui restent finalement le point de contact entre l'utilisateur et votre marque. Donc en résumé, le DSP, qui est l'outil d'activation, intègre la data, qui est celle de l'annonceur ou des éditeurs ou autres, en fonction des partenariats, a des bridges techniques avec Adventory qui envoient le bon flux pour livrer du coup sur les bons éditeurs. C'est exactement ça. Ok, j'ai tout compris. Il est brillant. Je crois qu'il y a une remarque quand même à faire, c'est que
tout ça ne se fait pas à la place des éléments créatifs proposés par la création. Ça vient vraiment en complément à un degré du parcours consommation sur lequel les agences ne pourraient pas intervenir en tant que tel. Il y a un besoin de pouvoir réagir, de prendre en compte la data en live, en instant T, que bien évidemment, entre guillemets, l'intervention humaine ne pourrait pas modéliser et être suffisamment réactive. Donc c'est vraiment une structure d'intervention qui vient en complément de ce que vous pouvez faire et dans un cadre de ligne graphique et éditoriale qui correspond parfaitement à votre écriture créative. Et c'est pour ça que le programmatique, dans ce cadre-là, est indispensable, parce qu'effectivement, il faut être capable de réagir en temps réel en fonction du parcours de l'utilisateur. Et c'est là où vous avez besoin de technologies comme Adventory ou de DSP comme le nôtre, chez Hauss, pour être capable effectivement d'avoir d'une part la data et ensuite d'être capable de l'activer en temps réel en fonction de ce qui s'est passé. Et limiter la frustration aussi, puisque en média, on découpe les audiences, on va aller acheter vraiment les audiences qui vont bien. Malheureusement, lorsqu'on a un set créatif commun à l'ensemble des audiences, on se rend compte qu'on va découper l'exposition média avec un message commun qui revient finalement à faire du mass média. Donc le DCO est un formidable moyen pour justement avoir ce découpage, cette segmentation, tant au niveau de l'achat-exposition que d'un point de vue délivrabilité des messages. Et comment je briefe du coup je suis responsable d'une marque, la promesse est belle, ok, ça c'est toute la partie activation média, activation data, mais enfin n'empêche qu'en amont, j'ai une ou plusieurs agences de créa qui créent tous mes messages, quels qu'ils soient, y compris sur le digital. Ça va m'obliger un petit peu à repenser peut-être et les intégrer aussi l'agence média et la partie techno un peu plus en amont dans la réflexion avec l'agence de créa. Alors ça c'est sur le papier, mais dans la réalité ça se fluidifie parce que souvent c'est deux mondes un peu parallèles. Comment je fais moi responsable de marque? Nous, si on doit se définir, si on doit tirer un trait d'un côté la créa, de l'autre côté le média, nous on est plutôt côté créa clairement parce qu'on intervient comme on l'a vu tout à l'heure. Le but en fait c'est d'optimiser les aspects, les variables créatives en fonction des performances, mais sans forcément toucher aux médias, sans forcément toucher à l'achat média qui est fait au préalable. Donc ça c'est un point important. Après nous, dans le cadre de notre quotidien, on va voir en fait tous ces acteurs-là, on va voir les agences médias, on va voir les agences créa, en fait tous les acteurs qui gravitent autour d'un annonceur, et on va leur expliquer en gros ce qu'on fait, ce qu'est le DCO et l'intérêt que chaque acteur peut en retirer. Typiquement, les agences créa, en effet, on n'est pas là pour prendre leur boulot. On n'a pas de directeur artistique chez nous, on ne pense pas, on n'a pas cette vocation-là. Et c'est surtout que l'agence créa a aussi, est dépendant de la charte, de la typo, de l'annonceur. Donc il y a tous ces aspects en effet sur lesquels on n'intervient pas. Mais en effet, nous on intervient juste après. C'est-à-dire qu'il y a la définition des scénarios qui est très très important. Et souvent on fait justement des espèces de réunions tripartites, quadripartites, avec l'annonceur, l'agence média, l'agence créa, une DMP s'il y a une DMP, et on essaie de voir en fait comment ça marche et comment on peut travailler tous ensemble. Donc il y a les KPI évidemment d'annonceurs qui sont très importants, et on va réfléchir à quel type de scénario on va pouvoir monter pour atteindre ces KPI. Et en effet, l'agence média a son rôle à jouer, l'agence créa a son rôle à jouer, et ce qui est intéressant avec l'agence créa, c'est qu'elle n'a pas juste à livrer des créas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cours de campagne, on sera peut-être amené à modifier un call to action, comme on l'a vu tout à l'heure, modifier un visuel, et ainsi de suite. Donc nous, si on doit se situer dans cet échiquier-là, qui n'est pas tout à fait le même, nous, côté techno, nous, en fait, on gravite un peu au cœur de tout ça. C'est-à-dire notre objectif, c'est les KPI de l'annonceur, et pour atteindre ces KPI-là, il faut qu'on ait vu un peu tout le monde, il faut qu'on ait monté des dispositifs communs avec tous ces acteurs-là. Donc c'est très important. Et la définition des scénarios, c'est, encore une fois, je reviens sur ce que veut faire l'annonceur, ça peut être le champ des possibles et démultiplié. Hein. Si on monte de la météo, si on monte de la géologue, si on monte un flux, un prix, enfin c'est... Donc nous, notre boulot, et aussi moi mon boulot, c'est de pas tout mettre les œufs dans le même panier parce que c'est compliqué, mais d'y aller step by step en testant des nouveaux scénarios et testant de nouveaux assets créatifs à chaque fois. Aujourd'hui, pour les annonceurs, il y a de plus en plus de questions qui se posent autour de la gestion créative. Donc, il y a besoin d'avoir une agence créa qui va effectivement décliner vos visuels, à proprement dit. En revanche, il y a de plus en plus d'annonceurs qui internalisent une certaine forme d'automatisation ou de studio
qui ne va pas avoir vocation à créer les formats à proprement dit, mais plutôt à les assembler ou à être capable effectivement de fournir à des prestataires comme Adventory, de fournir entre guillemets, des pièces détachées de sets créatifs. Donc j'ai un visuel, enfin j'ai plusieurs visuels, j'ai plusieurs prix, j'ai plusieurs guidelines, et je vais être amené à fournir tout ça en pièces détachées, et libre à Adventory d'être capable d'agencer finalement son message publicitaire de la meilleure manière en fonction de l'ensemble des données qui vont être remontées. Et effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'annonceurs parce que, comme tu le disais Emmanuel, il y a beaucoup d'agences créa, beaucoup d'intermédiaires qui travaillent autour de cette partie-là, qui sont amenés à internaliser une partie de ces choses-là pour pouvoir mieux piloter et être beaucoup plus réactifs au niveau de tout ce qui est agencement de créatifs. Donc les sets de créa sont toujours faits par les agences de leur côté. Il y a toujours le pitch avec les logos et des choses comme ça. C'est la partie créative est vraiment faite là. En revanche, sur le tourisme par exemple, c'est particulièrement le cas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de demander à une agence créa, vous avez une promo, la promo elle est maintenant et elle est pour 24 heures, d'aller décliner 257 créatifs pour tout de suite. Il n'y a pas d'agence créa qui va être capable de vous fournir ça. Et bien effectivement, et ça va coûter très cher. L'objectif, c'est d'avoir des sets créatifs qui soient déjà en pièces détachées et éventuellement dans ce cadre-là, de modifier uniquement le prix. Et ça, pour le coup, ça prend 30 secondes pour une personne. Il n'y a pas besoin de tout redécliner. Donc c'est effectivement en amont qu'il va être nécessaire de repenser un peu la manière de travailler avec son agence. Et ce n'est pas tellement sur la manière de créer les messages que ça va changer, c'est plus sur ce qui est délivrable et sur la manière dont vous allez recevoir en tant qu'annonceur les messages créatifs de votre agence. Et de les avoir plutôt du coup en pièces détachées plutôt qu'en pack déjà construit. Mais finalement, le travail est le même. J'ai une dernière question, parce que je la retourne. Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Oui, je voulais juste revenir sur un point. En fait, comme je disais, on voit beaucoup les agences créa. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en effet, elles réfléchissent beaucoup en amont du dispositif, ce qui est tout à fait normal. Dans l'exécution, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué dans le sens où, pour qu'une créa soit dynamisable, il faut qu'elle soit déjà en HTML5. C'est pas à la portée de toutes les agences. Nous, on le voit au quotidien dans le cadre de nos campagnes. On est amené, nous, à travailler en fait cet aspect-là. C'est pour ça qu'en fait, pour faciliter, encore une fois, le but, c'est pas de prendre leur boulot de directeur artistique, nous, on peut intervenir sur tout ce qu'on appelle la post-prod créa. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, nous, de notre côté, on a créé un studio créa en interne pour assembler, en fait, tous ces messages-là, toutes ces variables créatives et pouvoir proposer à l'annonceur, mais aussi à l'agence média, dans le cadre des campagnes, un dispositif qui soit beaucoup plus simple que précédemment, en fait. La dernière question, et je pense qu'elle est un peu plus pour Steven que pour Frédéric. RGPD, 25 mai, finalement, on est 4-5 mois plus tard. Il y a eu quand même un énorme bouleversement. Peut-être que tous les annonceurs ne l'ont pas vu, mais en tout cas, dans le microcosme de la pub, ça a quand même beaucoup changé les choses, puisque notamment les DSP, qui sont très importants maintenant dans l'activation du média, ont eu des partis pris très différents et des interprétations de la loi et des mises en place par rapport à ça très différents. Entre les acteurs américains, les Européens, il y a eu effectivement, on a vu des gaps, notamment stratégiques, assez forts. Quelle est la position de Hauss et en fait, qu'est-ce que toi qui actives du média toute la journée via ta techno, qu'est-ce que tu as pu observer en fait 4-5 mois après? Alors effectivement, il y a eu des activations très différentes. Tout d'abord, même au sein des marchés, des différents marchés. Les Allemands n'ont pas tout à fait la même vision que les Français, qui n'ont pas la même que les Italiens, les Espagnols ou les Anglais. Donc ça, c'est une première chose. Et puis effectivement, il y en a qui ont eu des positions assez strictes. C'est le cas de Hauss. On a une position très stricte et très ferme. C'est le cas d'un Google, par exemple, d'ailleurs, qui a pas mal effrayé la chronique par rapport à cette position. Il y a d'autres acteurs qui ont eu, au contraire, des positions beaucoup plus souples, en se disant, bon, le passage à RGPD, je vais le faire de manière assez soft, et du coup, je vais le faire petit à petit, et puis, c'est pas forcément, la date butoir était le 25 mai, si c'est fait en septembre, octobre, d'ici la fin de l'année, c'est pas très grave. C'est pas du tout la position de Hauss, effectivement. Nous, Hauss, on a mis en place, même 2 jours avant la date butoir, pour être sûr que le jour de la date butoir, tout soit complètement effectif et que tout soit complètement bien organisé. Donc il y a eu énormément de changements. En revanche, ce qu'on se constate quand même, c'est que depuis cette date butoir, où il y a eu un grand chamboulement dans le digital, en particulier sur la capacité à acheter des inventaires et à livrer sur certains types de data, parce qu'être capable de remonter cette data et de pouvoir les activer,
C'est vraiment ça qui a été chamboulé de par le consentement, le recueil du consentement qui est maintenant obligatoire pour pouvoir utiliser la donnée d'un utilisateur. Et on voit qu'effectivement en France, déjà, il y a deux positions. Il y a ceux qui recueillent véritablement le consentement, et puis il y a ceux qui se positionnent plus sous le signe de l'intérêt légitime et qui considèrent que pour pouvoir vivre leurs médias ou leur technologie a besoin d'utiliser la data des utilisateurs et que de fait, l'utilisateur n'a pas le choix, il est obligé d'accepter le fait qu'on utilise sa data. Donc ce n'est pas l'interprétation que fait Hauss de cette mise en place, de cette directive. Et du coup, effectivement, chez nous, on est extrêmement ferme sur la partie recueil du consentement. C'est quelque chose qui est très important. On a du coup lancé pas mal de choses depuis le passage de cette directive. Effectivement, aujourd'hui, on a une offre contextuelle qui permet d'acheter des inventaires à travers le DSP, même s'il n'y a pas le recueil du consentement. Donc, mais du coup, effectivement, on n'est pas capable d'activer du ciblage. C'est ce qu'on appelle du contextuel. Donc, c'est un petit peu ce qu'on expliquait tout à l'heure dans le cas du Bon Coin. C'est je vais acheter des inventaires sur tel et tel éditeur, éventuellement sur tel et tel vertical d'éditeur, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de données utilisateurs à proprement dit. Et puis, effectivement, il y a de plus en plus quand même d'éditeurs qui aujourd'hui sont en capacité de recueillir le consentement et de nous passer l'information, parce que c'était aussi un enjeu crucial, c'était pour les éditeurs ou pour les annonceurs d'être capables de passer le consentement à leurs partenaires technologiques. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à ça, on a de plus en plus de possibilités de ciblage et on n'a plus véritablement de frein aujourd'hui à être capable de livrer des campagnes publicitaires liées à tous les environnements de data, liées à toutes les capacités qu'on a évoquées d'ailleurs ce matin. C'est des choses qui sont tout à fait activables aujourd'hui sur une très grosse majorité du marché publicitaire. Merci messieurs, c'était hyper clair. Bravo, on applaudit. Je vous propose qu'on démarre la deuxième table ronde qui va porter sur effectivement l'utilisation de la data pour mesurer la performance. On va redéfinir un peu tout ça. Dès que Guillaume est prêt, c'est bon. Elle est bien cette photo. Elle est bien cette photo. Oui, mais... En plus, t'as pris mon vieux logo. Mon vieux logo, moi j'ai rien fait. Je suis pas directeur J'ai général. rien fait. T'es pas directeur général? Je suis président. Ah, je ne savais pas. Je pensais que tu étais DG, co-DG. Mauvais logo, mauvais titre, ça va, le logo, tu t'es pas pour ça. Merci. Avant de lancer, vous me laissez le temps de retourner à la... Parce que je les ai coupés les micros. Ouais, ça marche. Petit moment technique. Alors, comme vous le savez, il y a un Facebook Live en ce moment même. Et oui, grâce à la société Wonderstream qui est là. Qu'on remercie fortement d'être là et qui nous fait toute cette belle captation. Et on accueille tout de suite Alexis Takar, qui est Head Pre-Sales et directeur des produits aussi chez Eulerian. Tu vas nous expliquer tout de suite en quoi ça consiste et ce que fait Eulerian. Et Guillaume Belmas, qui est non pas directeur général, mais président de Realytix et cofondateur de Realytix. Et vous êtes vous aussi deux très belles sociétés françaises, donc c'est bien de le noter, parce qu'effectivement, même si j'aime beaucoup Hauss, vous le savez, mais c'est vrai que on a toujours l'impression que dans le digital, on est complètement écrasé par des sociétés américaines, ou en tout cas étrangères. Et effectivement, il y a quand même une French Tech qui est super forte, et je trouve que, voilà, avec Adventory et vous deux, vous êtes quand même de bons exemples qu'effectivement, il y a des capacités technologiques, d'ingénierie qui sont quand même très fortes en France et qui ont fait des vraies pépites, pas que françaises d'ailleurs, mais même européennes et mondiales. Alexis, est-ce que tu peux nous raconter ce que fait Eulerian? Quel est ton rôle? Oui, alors très rapidement, donc Eulerian, effectivement, on est un éditeur de solutions françaises, donc basé sur la data. C'est une société qui a un peu plus de 15 ans maintenant, et historiquement, notre cœur de métier, c'est vraiment les sujets d'attribution, donc l'analyse de la performance média et essayer de permettre aux annonceurs de mieux comprendre comment performent leur campagne. Et donc moi, mon rôle, effectivement, chez Eulerian, c'est de diriger l'ensemble des activités produits. Guillaume, qui es-tu? Je suis le président de Realytix. Ah oui.
Donc enchanté, Guillaume Belmas, cofondateur avec 3 autres associés de Realytics. On est un petit peu plus jeune, on s'est fondé en 2014. On va souffler notre 5e bougie début d'année prochaine. Nous, on intervient sur tout ce qui est convergence télé et digitale. Et notamment, le principe de base de Realytics, c'est de mesurer l'impact des campagnes télé sur les assets digitaux des marques, que ce soit un site web, une application mobile, un call center, des réseaux sociaux, etc. Et de comprendre toutes les interactions, de faire de l'attribution, sujet dont on va parler, de tirer des enseignements et de mieux comprendre comment se consomme le média aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai enjeu autour de ça, et tirer donc des insights qui vont permettre aux marques de poursuivre leurs objectifs, que ce soit des objectifs de branding ou des objectifs plus liés à la performance. Alors, juste question de vocabulaire, Mathilde l'a un petit peu introduit tout à l'heure, mais on parle de mesure de la performance, on parle d'attribution, de quoi on parle finalement, qu'est-ce qu'on mesure réellement, à quoi ça sert tout ça en fait? Je pense que ce qui est important effectivement pour comprendre ce qu'est l'attribution, c'est déjà effectivement de partir du principe qu'un outil d'attribution, déjà, il a pour objectif de réconcilier l'ensemble du parcours client, donc de la première interaction média jusqu'à la conversion finale. Donc ça, c'est le premier enjeu qu'il va y avoir et ça va être le socle de ce qui va pouvoir se faire derrière en termes d'analyse. Je pense qu'il y a aussi un point concernant l'attribution qui est, pour ceux qui en ont déjà un petit peu entendu parler, on a souvent tendance à relier l'attribution à une logique de vue d'attribution. Donc vous avez entendu parler du last click ou d'autres vues. Donc une vue qui va vous donner le mix média parfait et vous permettre de prendre finalement les bonnes décisions pour réinvestir. Je pense que l'attribution finalement c'est un sujet qui est assez ancien mais finalement qui est assez jeune. Et tout le monde continue à apprendre sur ce sujet-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense que l'attribution, c'est justement pas l'affaire d'une vue parfaite quand vous allez commencer à faire l'attribution. C'est plutôt en fait des analyses court terme qui vont vous permettre de comprendre finalement au quotidien comment fonctionnent vos campagnes et de réagir très vite sur est-ce que peut-être il y en a une qui est à couper parce qui fonctionne un peu moins bien que l'autre. Il y en a une que finalement je pourrais optimiser en pariant plus sur telle ou telle créa. Donc l'attribution, c'est ça. Ça se fait évidemment selon une vue d'attribution. À un moment donné, il y a toute une réflexion à avoir pour faire évoluer la façon dont on attribue la performance. Mais après, c'est aussi finalement des analyses plus moyen terme. Donc c'est finalement de se poser sur un levier et de voir à un moment donné comment je pourrais l'optimiser. Donc je vais commencer à mener des analyses en combinant finalement plusieurs choses qui vont me permettre de comprendre que peut-être que j'aurai intérêt à faire un test dans mon mix média en poussant peut-être plus ici et moins là. Donc ça, c'est des choses qui se font sur du plus moyen terme. Et puis après, il y a du plus long terme. Et donc le plus long terme, c'est là que l'attribution a clairement évolué ces derniers temps et continue à évoluer. C'est que l'attribution devient une logique d'analytique et donc de compréhension sur le long terme. Et donc de comprendre en fait les tendances de survalorisation d'un levier, de sous-valorisation. Et puis de les suivre, de voir si ça bouge pour à la fin prendre des décisions un peu plus importantes dans son mix média et décider de faire bouger plus concrètement des lignes de budget. Du coup, c'est toujours centré sur l'annonceur et son activation. Est-ce qu'il y a des éléments extérieurs qui rentrent en compte, comme dans l'économétrie, sur on a une marque très soumise à un effet météo. Est-ce que ça, par exemple, c'est une donnée qui rentre dans la mesure? Quelles sont les limites de ça? La concurrence, l'aspect prix aussi de la concurrence, par exemple. Dans la grande distribution ou les produits grande conso, il y a un effet promo qui peut être hyper fort. Comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer ça dans une mesure qui, pour l'instant, est média, ce qui est déjà quand même un gros sujet. Mais effectivement, est-ce que l'outil parfait qui prend en compte un peu tout, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça existe? Il y a des choses qui sont des modélisations, donc des extracts de données et puis plutôt des vues assez larges et long terme. Et puis il y a de l'activation, effectivement, où on suit impression par impression. Et comment ça peut se combiner en fait? Comment ça peut s'équilibrer les deux? Je pense moi je dirais qu'on en fait une grande partie. Après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment aujourd'hui d'outils sur le marché qui permettent en fait de prendre toutes ces notions en compte pour avoir des analyses qui soient aussi fines. Et je pense que de toute façon, c'est encore un peu tôt. Parce qu'il y a vraiment une première étape en fait dans les logiques d'attribution, c'est que, on en a parlé un petit peu au début, il faut déjà réussir à avoir une vue sur son parcours client et sur le parcours média et essayer de le comprendre.
Et c'est un peu comme la logique finalement de quand on se dit je vais faire évoluer mes vues d'attribution. Il y a une première étape qui est tout simplement déjà d'avoir accès à qu'est-ce qui se passe entre une première impression jusqu'à une vente. Cette vente, qu'elle soit sur du web, qu'elle soit sur une application mobile. Donc il y a une première étape de comprendre ce qui se passe, de voir s'il y a des leviers qui créent de l'engagement, d'autres qui n'en créent pas. Et ça va être la première chose. Et effectivement, après, nous, on est de plus en plus sollicités par des annonceurs dans l'univers de la banque, notamment, ou des assurances qui veulent intégrer ou des notions qui sont liées à des notions de société, les taux de chômage, des données économiques. Et aussi, on va avoir des retailers, évidemment, qui vont être intéressés par des sujets liés à la météo ou autres. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont être de plus en plus prises en compte, mais voilà, qui vont nécessiter encore un petit peu de temps, parce que je pense que la majorité du marché aujourd'hui est encore sur des sujets déjà de comprendre en fait quel levier génère de l'engagement et qui fait quoi concrètement. Chez Realytics, vous mesurez principalement l'impact de la télé et de la radio sur le site web de l'annonceur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la mécanique, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on mesure, quelle est la méthodologie en fait? Ça recoupe un petit peu ce qu'on a dit, c'est qu'il y a de la mesure très court terme et de la mesure long terme. Donc effectivement, déjà, nous, on est parti du paradoxe que c'est important d'avoir une vue complète sur son parcours client. Et aujourd'hui, il y a quand même un vrai paradoxe qui existe encore, même si le digital augmente, la part de marché digital augmente, en tout cas sur les investissements des annonceurs. Et il y a quand même une énorme part des investissements qui est faite sur de l'offline, de la télévision, de la radio. Et ça, jusqu'à présent, en termes d'attribution, ça n'existait pas. On était vraiment basé sur l'audience et rien d'autre. Donc là, déjà, nous, on apporte une réponse sur ce sujet-là depuis déjà quelques années. On dit, OK, on va faire de l'attribution télé, de l'analytics autour de la télé et de la radio pour pouvoir compléter, amener de la data sur ce parcours client. Donc déjà, là-bas, c'est de compléter les briques du parcours client. Et après, effectivement, il va y avoir différents types de mesures. Et c'est là qu'on va se compléter pas mal avec nos amis de Line, puisque nous, on va amener justement cette vision sur la partie offline, la partie télé, et en mesurant de différentes manières. La première type de mesure, ça va être de mesurer l'engagement immédiat. Autrement dit, si je prends l'exemple de la télé, un spot est diffusé avec un call to action qui invite les téléspectateurs à se rendre sur le site ou à télécharger une application. Immédiatement, dans les minutes qui vont suivre, on va avoir un pic de trafic, on va avoir un pic de connexion, un pic de téléchargement d'applications mobiles dans le cas d'une app. Et c'est là qu'on va pouvoir faire de l'attribution par rapport à ça. Sauf qu'en fait, la mesure, elle ne s'arrête pas uniquement à cet effet-là, parce que certes, ça dure 5 minutes et on peut avoir des milliers de téléchargements en quelques minutes, mais la publicité télé, comme toutes les autres formes de publicité, ça va travailler la notoriété. On va avoir ce mécanisme de répétition qui fait qu'on va déclencher, in fine, d'autres visites, d'autres téléchargements, et surtout, on va aussi travailler aussi bien le long terme que le court terme. Donc ça, c'est un effet indirect qu'on va mesurer d'une manière différente. On va mesurer surtout dans des volumes. Après, en termes d'attribution précise, ça va être évidemment beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'on se rapproche d'autres sujets on arrive à la frontière de l'attribution et on déborde sur l'économétrie. Parce que souvent, pour faire ce genre de mesures, on va établir une baseline. Une baseline, on va prendre en compte la saisonnalité du trafic, la saisonnalité du business, d'un point de vue vraiment micro, c'est-à-dire jour par jour, heure par heure, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus macro, où on va prendre la saisonnalité mensuelle, annuelle, etc. Et c'est là qu'on rentre dans des facteurs. Exemple, on avait il y a quelques mois la Coupe du Monde qui modifie les investissements médias, modifie les habitudes de consommation. Et donc, c'est des choses qu'on peut essayer de prendre en compte, mais après, on déborde sur un autre sujet qui va être celui de l'économétrie. Donc, au final, j'aime bien ce que tu disais, qui consiste à dire l'attribution, c'est un sujet qui est vieux, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais au final, c'est un sujet qui reste encore très jeune, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. L'outil parfait, il n'existe pas. Il faut des outils qui soient spécialisés soit sur l'attribution multilevier, soit sur un vertical comme on fait nous sur le média offline, que ce soit la télé ou la radio, etc., etc. Donc il y a encore beaucoup de choses pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire et à chercher sur ce sujet de l'attribution. On mesure beaucoup de leviers sur les deux outils. Il y a quand même beaucoup de prérequis, j'imagine, que ça ne se met pas forcément en place comme ça du jour au lendemain. C'est quoi les grandes étapes, notamment pour mettre en place la plateforme d'attrib de Lerian? C'est quoi les grandes étapes? Puis j'imagine que chez l'annonceur aussi, ça dépasse le service com et marketing. Il y a peut-être aussi des gens du CRM, la DSI, peut-être même des gens du légal par rapport à la collecte de la donnée. Enfin, du coup, ça devient un peu un projet d'entreprise plutôt qu'un projet qui était uniquement média, au départ publicitaire.
C'est quoi les grandes étapes? Ouais, tout à fait. Enfin, c'est un projet qui devient central dans l'entreprise pour la simple et bonne raison que l'outil d'attribution, il est là finalement pour récolter l'ensemble des datas. Donc ça va effectivement du parcours média jusqu'aux conversions, mais nous on réintègre par exemple des ventes magasins aussi, on réintègre des critères CRM dans la solution pour pouvoir croiser les données, ce qui fait qu'en fait, de par le fait de centraliser la donnée là, à un moment donné, ça va impliquer d'autres personnes parce qu'en général, cette collecte va permettre d'alimenter un data lake à un moment donné qui va être plus global. C'est aussi parce qu'à un moment donné, en fait, l'attribution devient vite couplée avec des sujets d'activation. Donc à partir du moment où on a toute la data, finalement, c'est assez facile après d'en créer des segments. Ces segments-là, ils peuvent être activés chez des partenaires médias. Donc tout de suite, ça va impliquer des gens côté CRM, des gens côté médias, effectivement. Donc évidemment, ça va impliquer des gens côté partie financière parce que l'attribution, ça permet justement de mesurer les budgets. Donc forcément, il va y avoir des interactions avec eux. Et donc les prérequis, après, comme la majorité des solutions data, c'est-à-dire qu'il y a une première phase en fait, un petit peu de cadrage et de bien comprendre en fait, quel type de données on veut collecter. Donc il y a forcément, on va dire, une phase qui est d'abord métier mais qui devient très vite technique dans toute l'implémentation parce qu'il va falloir intégrer des éléments dans la page pour collecter ces données-là. Et puis, il va falloir aller récupérer l'ensemble des interactions avec les campagnes médias, ce qui va impliquer de changer le tracking. Donc tout ça, c'est une phase qui nécessite à la fois des compétences métiers pour comprendre ce qu'on va vouloir en faire derrière, mais il faut un interlocuteur technique sur ça pour arriver à ce que la solution s'implémente. En général, ça varie. C'est la question un petit peu à chaque fois combien de temps ça prend. Ça peut aller vite comme ça peut être plus long. Ça peut prendre quelques semaines. En général, ça prend environ 2 mois, 3 mois. Et puis des fois, ça peut être plus long. Et ça dépend un peu du contexte chez l'annonceur. Bien sûr. Chez Realytics, c'est à peu près la même c'est la même approche. Dans la mesure où on travaille la data, on a besoin d'une matière première qui est celle de l'analytics, donc taguer le site. Et alors il y a toute la mécanique technique qui se fait généralement plus ou moins bien avec des tag managers, etc. C'est pas trop le souci. La vraie question en fait généralement qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on va traquer et pourquoi on le fait. Et en fait, tu as un cas concret d'ailleurs là-dessus? Oui, il y a un cas concret, effectivement. C'est est-ce qu'on cherche de la perf? Est-ce qu'on cherche du branding? Est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on va faire de ces données-là? Donc pareil, il y a le sujet de l'attribution, certes, mais après il y a le sujet de l'enrichissement. Est-ce qu'on va chercher à prendre cette donnée pour l'activer, faire du retargeting, faire de l'extension d'audience sur la BOL. On connaît le sujet de la télévision qui serait en perte de vitesse, etc. Alors ça dépend des tranches d'âge et pour toucher les jeunes, il faudrait plutôt les toucher en VOL. Donc là, c'est là qu'on crée des scénarios cross-média, mais à partir de cette donnée-là, sauf que ce n'est pas tous les annonceurs qui vont être concernés par ça. Il va y avoir ceux qui vont être très, très perf et qui vont faire du retargeting, d'autres qui vont chercher à toucher leur site. Donc en fait, finalement, on en revient au basique, c'est de dire qu'est-ce qu'on cherche à faire. Pourquoi est-ce qu'on prend la parole en télé? C'est quand même une vraie question. C'est pourquoi est-ce qu'on déclenche un budget comme ça et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? Et souvent, la réponse, même les annonceurs ne l'ont pas forcément parce que ça vient impacter le tracking. Donc, déjà, il y a un vrai sujet sur dire qu'est-ce qu'on va traquer. Et ensuite, il y a qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée-là. Donc, au-delà du fait de pouvoir l'intégrer, parce que nous, évidemment, je reprends ce que disait Mathilde au début, on a une vue très silo, en fait, de chacun. Donc, c'est pareil sur Realytics. Si on prend les données au pied de la lettre, on peut très bien se dire, tiens, la télé m'a amené que des nouveaux clients. Alors oui et non, parce qu'en fait, ça a pu réveiller de réactiver des clients, mais ça, en fait, il n'y a qu'en se mettant, par exemple, avec Elerian ou d'autres plateformes qui vont permettre de pouvoir dire, ah bah oui, en fait, on a eu de la réactivation, on a eu du nouveau client. Et c'est le cas, ça c'est un cas typique de pure player, où là, on est plus dans un contexte perf, sur cet exemple-là de meilleur agent, où là, l'objectif, c'était de faire venir des propriétaires, et puis d'augmenter, en fait, d'avoir de l'engagement. Donc c'est bien, il y a cette notion de faire venir du trafic incrémental, mais après il y a cette notion d'engagement, donc qui sont quand même deux choses différentes, parce que faire venir du trafic qui repart de suite, c'est pas forcément intéressant. Venir faire du trafic peut-être en moindre quantité, mais avec plus de qualité, là, ok, ça devient intéressant. Mais encore une fois, ça va dépendre beaucoup de l'objectif de la marque. Nous, on a généralement un positionnement qui est très affirmé sur le fait de dire il faut mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire, c'est pas l'annonceur seul qui va dire je décide que je vais traquer ci, ça, comme ça. Il peut, ça reste son sujet.
Mais généralement, il va avoir son objectif court terme et ou long terme, mais il ne va pas forcément avoir tous les tenants et les aboutissants d'une stratégie média qui va travailler avec son agence, par exemple. Et puis, il y a l'interprétation de la donnée, les limites qu'on peut avoir sur n'importe quelle plateforme d'attribution, n'importe quelle plateforme d'analytics. Donc là, c'est notre rôle aussi d'avoir notre devoir de conseil, nos garde-fous, etc. Et au final, le meilleur mode de fonctionnement, c'est d'avoir tout le monde autour de la table. Quand on est bien organisé et qu'on sait de quoi on parle, généralement, c'est des choses qui se déroulent assez rapidement. Puis on arrive sur ce genre de résultat où si tout le monde est bien aligné sur les objectifs et les KPI associés, généralement, ça déroule toujours bien. Donc, c'est un sujet qui peut paraître simple, mais qui en fait ne l'est pas forcément. Et surtout, c'est le sujet qui est très très important. L'onboarding est tellement important chez nous que c'est là où on met le maximum d'efforts, parce qu'on sait que si ça se passe pas bien au début, ça se passera pas forcément bien après. Enfin, c'est même certain, ça se passera mal derrière. Très clair. Moi, j'ai une dernière question qui est un peu strat, qui est de se dire, vous mesurez très bien des leviers, vous pouvez apporter des capacités d'analyse puissantes, etc. D'autres acteurs américains très connus qui ont aussi des capacités, plus ou moins avec des partis pris différents, mais qui ont aussi des capacités, mais qui sont aussi éditeurs, qui sont aussi technologies d'achat. Est-ce que la tentation pour vous demain, c'est de devenir aussi des outils d'achat, intégrant très bien la donnée, être capable de bien l'analyser? Finalement, est-ce que vous n'êtes pas les mieux placés demain à pouvoir développer des technologies d'achat fortes de toutes ces datas-là? Est-ce que ça, c'est une possibilité, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez être sur cet outil d'analyse, de mesure et rester indépendant de ça? Moi, je pense, alors nous sur Realytics, il y a quand même énormément de choses à faire au niveau de la télé, puisque on part d'un sujet où finalement le mode d'achat de la télé est quand même très très ancré depuis des dizaines d'années. Donc ouais, on a beaucoup de choses à amener sur ce sujet-là, de l'analyse, de tirer des enseignements, parce qu'il y a d'une part l'analyse de données, mais les enseignements qu'on peut en tirer, et puis d'améliorer en fait tout le process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, que ce soit de l'analyse prédictive ou même d'aller sur le terrain du media planning, oui, clairement, il y a des sujets qui vont permettre d'améliorer les choses, d'améliorer la productivité, que ce soit la productivité média, mais aussi la productivité des agences, la productivité des annonceurs, parce que mine de rien, je pense qu'on parle tous en connaissance de cause, on y passe quand même beaucoup de temps. Et le but, c'est d'avoir des choses qui soient plus smart et de pouvoir tester plusieurs scénarios, parce que la multiplicité des canaux, des possibilités font que on ne peut pas tout tester. Donc si on automatise justement ces parties, on va dire, à faible valeur ajoutée, on arrive à tester plein d'hypothèses différentes en un minimum de temps, là de suite on devient plus smart et on reste sur le sujet qui de toute façon sera très difficilement automatisable, celui de la stratégie, celui de la créa. Ce n'est pas notre rôle, mais on insiste beaucoup sur ces sujets-là parce que la créa, le message qu'on fait passer, c'est essentiel, c'est capital. En tout cas, sur la télévision, le fait d'avoir une créa qui correspond aux objectifs qu'on a, de faire amener les gens sur le site, etc., c'est capital. Si on est en télé et qu'on ne donne pas son adresse, forcément, les gens ne vont pas venir chez nous. Ça peut paraître basique, mais en fait, il y a quand même encore beaucoup ces effets de silo. Donc au final, venir sur l'achat, c'est pas une fin en soi. C'est qu'est-ce qu'on apporte de smart autour de ça pour avoir des plateformes qui permettent d'automatiser un petit peu tout ça, d'être plus smart et de se concentrer sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, les effets court terme, les effets moyen terme, les effets long terme aussi, que ce soit à la télé ou sur le digital. Quand on investit mois par mois, c'est important de prendre du recul, de dire peut-être tous les 6 mois ou tous les ans, est-ce que ma stratégie, est-ce que mes investissements ont fait que mon organique a augmenté, que ma notoriété a augmenté, etc. C'est des fondamentaux que, puisqu'aujourd'hui on est quand même beaucoup dans une course à la perf, on a tendance à oublier, sauf que ça reste fondamental aussi de savoir si notre organique il a augmenté, parce que tous ces investissements, ça sert aussi à ça. C'est pas parce qu'on fait de la perf que le branding n'est pas travaillé à côté. Voilà, nous c'est notre vision en tout cas chez Realytics. Et Alexis? Non plus pour la simple et bonne raison que nous, en tant qu'outil d'attribution, on a pour but d'apporter de la transparence dans l'écosystème, justement sur la performance média. Donc on n'a pas aucun intérêt à devenir un acteur qui fait lui-même du média pour en fait devenir en quelque sorte juger partie de ses propres campagnes. C'est-à-dire si aujourd'hui on se mettait à faire du média, ça impliquerait qu'on évaluerait nous-mêmes la performance de nos campagnes. Donc de toute façon, c'est pas quelque chose vers lequel on va aller parce que de toute façon on est dans une logique où
tout ce qu'on fait doit aujourd'hui permettre de faire avancer l'attribution. Comme je disais, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment, qui n'est pas très mature encore. Donc on a pas mal de choses à faire sur ce point-là pour, je pense, au-delà d'aller vers du conseil média ou de la techno-média, c'est plutôt déjà de réussir à faire avancer le sujet de l'attribution et comment en fait on peut mener des analyses qui permettent de mieux comprendre à un moment donné ce qui se passe dans le média. Donc non. Et puis de toute façon, je pense que historiquement l'attribution a été quelque chose qui a été fait pour essayer de permettre à l'annonceur tout simplement d'avoir plus de visibilité sur ce qu'il faisait. Donc d'aller dans ce sens-là, ça serait contre-productif pour nous. Ok, très clair. Merci messieurs. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Des interrogations, des remarques? Non? Question? Un grand merci de merci beaucoup. Suivi. Un grand merci aux différents intervenants pour leurs interventions claires et lumineuses. On vous donne rendez-vous à un prochain morning en 2019. Début 2019 sur un autre sujet qui n'aura rien à voir. Et on sera très heureux de vous accueillir encore. Voilà. Merci.